Midi vous écoute, nous parlons de la jeunesse, Afrique, jeunesse et emploi. Voilà ce qui nous réunit, deux invités sur notre plateau, deux hommes, deux femmes, donc la parité au rendez-vous pour parler de la réalité de la jeunesse partout en Afrique. Merci de les recevoir avec nous. Nous commençons par vous, monsieur Mamadou Touré, bonjour. Bonjour. Vous êtes le conseiller en charge de la jeunesse en Côte d'Ivoire, conseiller du président Ouattara. Donc, merci pour votre présence sur notre plateau. Vous avez à vos côtés Thiam Massamba, connu sous son nom d'artiste Nega Mas. Bonjour. Salutations panafricaines à tous les frères et sœurs du continent, d'ici et d'ailleurs. Et vous ne dites pas bonjour à nos autres téléspectateurs qui seraient du pôle Nord. Et nous avons deux dames. Merci à vous d'avoir trouvé le temps dans l'emploi du temps chargé des femmes de venir nous parler. Malika Salim, bonjour. Bonjour. Vous êtes promotrice de la jeunesse comoréenne. Et à vos côtés, Madame Gévi Koumba. Bonjour Gévi. Bonjour. Gérante de Melvic Paris-Libreville, mais vous êtes engagée en politique, vous aussi, et toutes les deux d'ailleurs, à l'UMP. Voilà, c'est dit, malgré les couleurs qui pourraient nous tromper. Merci d'être présente. Nous allons parler de l'Afrique, de la jeunesse et de l'emploi dans vos pays respectifs, en France aussi, puisque nous y sommes. Mais je voudrais vous laisser le soin, Monsieur Mamadou Touré, d'introduire ce sujet. Qu'avez-vous à faire connaître à nos téléspectateurs sur ces thématiques, finalement, qui sont celles qui préoccupent l'Afrique tout entière? Oui, parce que la jeunesse elle-même constitue un enjeu. Hein. Vous prenez notre continent africain, vous avez 200 millions de personnes qui ont moins de 24 ans. Beaucoup de jeunes en Afrique vivent dans la précarité. Et tous les spécialistes s'accordent à dire que dans les années à venir, l'enjeu véritable pour nos continents, ça sera donc l'emploi des jeunes. La jeunesse aujourd'hui, vu son poids démographique, peut être une bombe à retardement si des réponses ne sont pas apportées aux préoccupations donc, de ces jeunes-là. Alors, quand on est conseiller en charge de la jeunesse, les jeunes attendent de vous, déjà, ils ne vous voient pas avoir 20 ans de plus qu'eux, ils sont absolument optimistes en se disant, au moins lui, il va comprendre de quoi nous parlons. Est-ce que c'est une pression pour vous, le conseiller que vous êtes, ou pas du tout? C'est une pression parce que, bon, le travail implique cela, mais c'est aussi un atout. Ça me permet, parce que je suis relativement jeune, donc d'être au contact avec ces jeunes, de leur parler, de mieux comprendre leurs préoccupations, puisque moi-même, dans un passé récent, j'ai vécu la même situation. Relativement, ça veut dire quoi d'ailleurs? Relativement, parce que lorsqu'on prend la norme africaine, on est jeune jusqu'à 35 ans, et que bon, là, j'ai 39 ans. Ça va. Vous avez la parole, mesdames, messieurs, sur les attributions d'un conseiller en charge de la jeunesse. Qu'attendez-vous respectivement, qu'attendriez-vous respectivement si vous étiez en attente vous aussi? Parce que là, vous êtes en France, je le disais tout à l'heure, peut-être que vous êtes lancé dans la vie active, mais les jeunes que vous avez pu être, si vous aviez pu rencontrer son homologue de cette époque-là ou lui-même, qu'auriez-vous, si j'arrive à le dire, hein, j'en ai perdu mon bantou, qu'auriez-vous voulu qu'il soit fait? C'est-à-dire, il faut répéter la question parce qu'elle est un petit peu alambiquée, c'est voilà. dans les 10 vous écoute. Si vous aviez été en charge de la jeunesse, si vous n'aviez pas été en charge de la jeunesse comme vous l'êtes aujourd'hui, et que vous ayez à rencontrer donc quelqu'un qui est dans les fonctions qui sont les vôtres aussi, quelque part, que voudrez-vous qu'il soit fait? Quelles sont vos attentes? Je lui aurais dit d'être à l'écoute de la jeunesse parce que je pense que l'écoute, c'est quelque chose de très important pour faire passer un message. Donc il faut savoir recevoir le message de la jeunesse. Et c'est ce qui permet d'aller de l'avant et avec toutes les doléances qu'aurait fait la jeunesse, parce qu'on sait de toute façon la jeunesse dans un pays, s'il n'y avait pas de la jeunesse dans un pays, le pays n'existerait pas, parce qu'un pays est fait de la jeunesse, il n'y aurait pas d'avenir. Donc avant d'occuper ces postes, avant d'être élu, avant d'avoir des fonctions importantes, on est passé tous par la jeunesse, la période de la jeunesse. Donc la jeunesse est florissante, donc il ne faut pas laisser cette occasion, il ne faut pas laisser ces fleurs faner. Et il ne faut pas laisser cette affaire aux vieux. Il faut l'arroser, pardon? Il ne faut pas laisser l'affaire de la jeunesse aux vieux, quelque part. On parle du conflit des générations, tout simplement. Oui, souvent, les exactement. conseillers ne sont plus jeunes, ils ont oublié les jeunes qu'ils ont pu être, et donc ils ont un prisme à travers lequel... Et il faudra qu'ils sachent aussi qu'ils ont leur passé, ils ont eu leur vécu, et qu'il y a la jeunesse qui vient prendre la place, mais pas
C'est par obligation de toute façon, parce que la jeunesse fleurit tous les jours, donc il faut savoir faire l'alternance. Et que on est en âge d'être un sage, donc on conseille aux jeunes de pouvoir prendre le flambeau un jour et de faire avancer les choses et d'être acteur dans la vie. Alors, des commentaires sur ce qui a été dit, Gévi Kumba. Oui, moi je souhaite répondre à Mamadou, si vous le permettez. Allez-y, je vous prie. En tant qu'entrepreneur, ce que j'attendrais de vous, par rapport aux jeunes, c'est d'influencer sur le passage de l'école à l'adulte, parce que la jeunesse, c'est la transition entre l'école, le passage de l'adolescence à la majorité. Ensuite, en ce qui concerne l'emploi des jeunes, il y a les petites et moyennes entreprises. Moi, je suis une petite et moyenne entreprise. C'est-à-dire que les gouvernements, la société civile, puisque vous êtes en plein dans le gouvernement, c'est de trouver des programmes adaptés. C'est partir de l'éducation, ensuite de l'éducation à l'emploi, soit par l'insertion professionnelle, soit par des programmes adaptés, spécifiques, liés à ces demandes. En Afrique subsaharienne, vous l'avez dit, la population, elle est moins de 25 ans. Donc, contrairement à d'autres pays ou à l'Europe, elle est vieillissante. Chez nous, d'ici 20-25 ans, la jeunesse prendra le relais. Donc, il faut une transition, des structures adaptées, adaptées au niveau scolaire, adaptées aux besoins des personnes. En Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, il y a des spécificités. Vous voyez, en Afrique de l'Ouest, un enfant, déjà, il est entrepreneur dans l'âme. Il va vers l'emploi. Et en Afrique centrale, ce n'est pas le cas. Donc, les gouvernements, il faut trouver des solutions spécifiques, adaptées aux besoins de la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui vote. Quand il y a des périodes électorales, la jeunesse, elle est mobilisée. Et là, elle est sacrée. Pour ceux des jeunes qui vont voter, parce qu'il est des jeunes pour lesquels voter, ça ne sert à rien, parce que la politique nous prend la tête, on ne peut rien en espérer. Vous avez la parole, monsieur l'artiste. Si je dis troubadour des temps modernes, est-ce que c'est juste ou pas du tout? Alors, moi qui suis en permanence, en contact permanent avec les jeunes, à travers ma musique, à travers mes œuvres, à travers mes concerts, je pense que je vais commencer d'abord aujourd'hui à rendre un hommage et m'attrister sur le sort de ces étudiants qui sont morts au Kenya, parce qu'aujourd'hui c'est l'actualité brûlante. Ils ont été assassinés? Oui, ils ne sont pas morts par des gens qui se réclament d'une idéologie particulière. On ne va pas rentrer dans le sujet. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, nos dirigeants africains n'ont pas montré l'exemple pour que cette jeunesse cultive l'excellence. Et que nous, les jeunes panafricains, nous les artistes, nous avons ce rôle et ce devoir de pouvoir promulguer ce message-là et de montrer que cette jeunesse est cette jeunesse future élitiste qui doit développer et œuvrer pour l'émergence du continent africain. Qu'avez-vous envie de dire à monsieur? Quelles sont vos attentes? Voilà un politique à vos côtés. Quelles sont vos requêtes? Alors, pour monsieur Touré, on est de la même génération. Je pense qu'il est assez conscient des défis que nous devons relever par rapport à la jeunesse. Donc, je pense qu'on a à peu près les mêmes visions, si je ne me trompe pas, par rapport à cette jeunesse panafricaine qui doit être mise en avant. Et on doit œuvrer aujourd'hui sur l'éducation, la formation de cette élite-là. Je pense qu'il en est bien conscient, vu qu'il est le conseiller du président de la République de la Côte d'Ivoire. Et donc, moi, la seule chose que je pourrais lui soumettre, c'est d'être à l'écoute et d'être sur le terrain et de voir les réalités des choses, que ce soit ici et au niveau du continent africain. Mamadou Touré, alors vos réactions par rapport à l'attente de ces dames, de ce monsieur, mais aussi puis nous parler de ce que vous faites concrètement pour apporter des solutions, car ce sont des solutions que l'on attend. Je partage totalement les différentes analyses. Lorsqu'on regarde aujourd'hui les problèmes de formation dans nos pays, lorsqu'on regarde même le problème de l'emploi des jeunes dans notre pays, de plus en plus, toutes les études démontrent qu'il y a un problème d'inadéquation entre les formations reçues dans nos universités et grandes écoles en Afrique et puis les besoins du marché. Et donc nous n'avons pas, les systèmes éducatifs dans nos différents pays ne sont pas adaptés à l'évolution du marché du travail. Et là, il est nécessaire de faire des réformes profondes. Est-ce qu'aujourd'hui tout le monde a vocation à faire de longues études universitaires? Est-ce qu'il ne faut pas trouver des systèmes d'enseignement technique professionnel adaptés? Au détriment parfois de la volonté de ceux qui voudraient peut-être faire autre chose, qui se projettent... Mais très souvent, la plupart des jeunes qui vont à l'université n'ont pas d'autre choix. Moi, je ne suis même pas sûr d'avoir choisi d'aller à l'université. Nous rentrons dans des systèmes universitaires
et tout le monde a amené à aller à l'université. Et puis au bout, on se retrouve après des études universitaires par centaines de milliers de personnes sans forcément avoir des débouchés. Des débouchés parce que les universités forment de façon générale. Et aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises ont besoin donc de gens spécialisés dans des domaines précis. Et donc, il y a des réformes à faire au niveau donc, de nos systèmes d'enseignement supérieur. Il y a des réformes à faire au niveau de l'enseignement technique et professionnel. Là où je voudrais nuancer un peu, moi, je ne suis pas trop pour qu'on dise que tous les dirigeants africains, non. Alors, donnez-nous la liste de ceux qui sont des bons dirigeants, si je vous vois. Oui, non, j'aime pas trop les généralités parce que autant on peut dire que l'Afrique a des problèmes, autant il y a des modèles de réussite en Afrique. Il y a des pays qui sont des exceptions, avec des dirigeants qui ont des visions. Je ne parlerai pas de mon pays, hein, ça ne vous Personne ne vous attendait là, d'ailleurs. Même si aujourd'hui, en tout cas, la Côte d'Ivoire, ces 3 dernières années, est considéré comme un pays qui est sur la voie du progrès et qui est en train de faire des avancées. Mais il y a le Rwanda. Vous êtes d'accord avec lui, monsieur? Qui est pris en exemple aujourd'hui. Écoutez, moi, je n'ai pas encore les chiffres au niveau de la Côte d'Ivoire. Je vous donner quelques chiffres. Mais bon, je ne vais pas faire une analyse sur la direction politique parce que je sais qu'à un moment donné, quand on est à côté d'un certain chef d'État, on a toujours cette tendance à vouloir défendre, c'est ça? Quoique, prêcher pour sa chapelle. Alors, je vous redonne la parole, Malika Salim. Aujourd'hui, vous êtes en France. Est-ce que la jeunesse en France, qui, il faut le rappeler, est une jeunesse qui n'est pas que franco-française, souvent c'est une jeunesse qui a des origines d'autres pays, quand bien même cette jeunesse ne connaît pas ces pays-là. Mais le fait est que cette jeunesse en France est perçue comme étant une jeunesse venue d'ailleurs. Quels sont leurs questionnements aujourd'hui? Quelles sont leurs attentes? Leurs attentes, c'est qu'ils soient écoutés déjà dans un premier temps, parce que je pense que les politiques les a abandonnés, ils ont été laissés pour compte depuis beaucoup d'années. On ne va pas se mentir, parce que les jeunes aujourd'hui, ils s'identifient comme étant une jeunesse à part quand on n'est pas fils d'eux ou qu'on n'est pas sorti des grandes écoles. Et là, mon but, c'est de pouvoir aller vers cette jeunesse-là. Et d'ailleurs, je suis en train de monter un projet là-dessus pour pouvoir les aider, pour pouvoir leur tendre la perche, justement, et à pouvoir s'émanciper, parce qu'il y a toujours des comment dirais-je, des freins? Oui, des freins, mais ces freins-là sont venus parce qu'on ne leur a pas donné la chance qu'il fallait, et donc ils sont en déshérence totale. Mais quand la chance est là, que ce soit en Europe ou en Afrique, quand la chance est, s'il faut parler de chance, quand l'opportunité en tout cas est là, est-ce que nécessairement tous les jeunes s'en emparent? Tous les jeunes la saisissent-ils absolument? Parce que finalement, c'est peut-être subjectif que de considérer que cette opportunité en est une. Mais c'est un travail de très longue haleine, parce que pousser un jeune qui s'est vu abandonné depuis le début et que maintenant il n'a même pas d'emploi, il est sorti là, il y a eu un décrochage scolaire quelque part, ou bien même s'il a été loin, mais il n'arrive pas à trouver un emploi, c'est un peu difficile, et ça le mène à se révolter, et on sait après qu'il y a toujours des conséquences, et là il faut pouvoir commencer à résoudre le problème en amont. Alors, on va parler quand même de la francophonie qui a mis les jeunes à l'honneur, la jeunesse à l'honneur, les femmes aussi bien évidemment, mais la jeunesse en disant, voilà, les femmes et la jeunesse étaient ceux sur lesquels la francophonie désormais pouvait compter, voulait miser. Est-ce que c'est du marketing institutionnel d'après vous, ou est-ce que c'est justifié, et peut-on attendre de cela de véritables engagements, des actions volontaristes et des résultats? Moi, j'y crois parce que je pense que pour que la francophonie en arrive là, c'est qu'il y a des rapports, il y a des études. Donc, je pense que ce dispositif-là est important et nécessaire, mais simplement, il faut qu'il soit organisé par étapes. Il faut partir de l'école, parce que tout le monde n'est pas habilité à être avocat ou médecin. Justement, il faut un système de transition. Transition avec des étapes, avec des formations, soit professionnel à partir de la classe de 3e, on peut tout de suite aller en classe professionnelle. Moi, j'ai mon fils, alors je me suis braquée parce que je voulais qu'il aille à l'université, et il me disait tout simplement, non maman, je vais faire une formation professionnelle. Donc, avec le temps, avec du recul... Il a perdu 2 années parce que je t'ai braquée. Et finalement, il est reparti faire sa formation professionnelle.
mais il est mieux que personne dans sa peau, alors que moi je le voyais à l'université parce que j'ai pas eu le bac, donc la frustration c'est non, il faut que tu aies le bac, j'ai pas eu, il faut que tu ailles à l'université. Ouais, mais la jeunesse appartient à ceux qui sont jeunes et pas à leurs parents. Donc il faut des systèmes de transition mis à disposition dans le système scolaire, à la fin du primaire, au collège, et la transition pour aller jusqu'en terminale, et de la terminale, au lieu d'aller à l'université, de rentrer dans une formation professionnelle, une professionnalisation de tout ça qui fait que les jeunes vont se retrouver, et des dispositifs, encore une fois, spécifiques, adaptés. Et c'est là où le gouvernement, les gouvernements doivent intervenir, la société civile, pour donner les outils et les moyens pour que cette jeunesse soit épanouie et qu'elle soit bien dans sa peau, parce qu'également il y a des problèmes de pauvreté et de précarité. Alors, je voudrais, si vous êtes d'accord, qu'on n'aborde pas la jeunesse comme si elle était homogène. Dans la jeunesse, il y a les filles et il y a les garçons. Même si c'est une lapalissade, les réalités, elles sont tout autres. Elles ne se posent pas à eux. On va parler des grossesses précoces, on va parler de la précarité qui va faire qu'on va avoir une certaine posture, on risque peut-être d'hypothéquer ses études supérieures, soit en se disant, oui, je l'ai fait, mais à quoi sert d'en faire, puisqu'à un moment, je vais me retrouver à faire des bébés tous les 2 ans au moins, soit je vais faire des études, mais il faudra que je choisisse entre un mari et ma carrière. Voilà des réalités qui se posent aux filles, qui ne se posent pas aux garçons. Vous, en tant que conseiller, vous, en tant qu'homme, messieurs, que pensez-vous de cet aspect-là ? Déjà, il faut commencer par le commencement. Je pense que j'ai un proverbe africain qui dit souvent que pour aller puiser, il faut toujours aller puiser à la source et non à l'embouchure. Parce que là, si on part sur des problématiques telles que vous avez évoquées, par exemple sur la francophonie, moi je suis en parfait désaccord, vu la position panafricaine que j'ai. Là, il faut aujourd'hui qu'on se réapproprie d'abord nos valeurs internes africaines. Et qu'on essaie d'imposer ça, on fait une institution panafricaine qui va réglementer en fait toute la classe scolaire de l'éducation en fait au niveau des jeunes, de la jeunesse. Cela va-t-il apporter quelques solutions que ce soit à la question que j'ai énoncée tout à l'heure ? À savoir, les filles ont des réalités qui s'imposent à elles, les garçons ont d'autres réalités encore. C'est pour ça qu'il faut nous réapproprier nos valeurs, parce que si on se cale sur nos valeurs, mais concrètement, aujourd'hui, en Afrique, dans tous les pays de la sous-région et même en Europe, voilà, les jeunes ont des réalités. Il faut pouvoir faire des études, il faut faire des choix, comme le disait Madame pour son fils. Et comment est-ce que vous pensez que la question de la précarité, parce que les jeunes garçons, il y a le chômage, monsieur le disait tout à l'heure, on a beau avoir fait des études universitaires, il n'est pas dit qu'on va trouver des débouchés. Comment est-ce que ce panafricanisme peut apporter une réponse concrète? La solution aujourd'hui en Afrique, pas idéologique et nostalgique. C'est pas une idéologie, le panafricanisme, c'est une science complète. C'est une science. À part entière. C'est une science qui a été développée par nos prédécesseurs. Non, mais pas le passé, le présent. Non, on n'a pas le temps de s'étendre dessus, mais les résultats aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en attendre concrètement? On doit cultiver la culture de l'excellence, c'est-à-dire créer une sorte de formation, des écoles de formation qui sont adaptées à notre paradigme, à nous, à la jeunesse africaine, mais pas se réapproprier de la science ou bien de ce qu'on nous apprend à l'étranger. Ce panafricanisme exacerbé est-il antinomique avec l'ouverture au monde extérieur? Non, déjà, avant de s'ouvrir au monde extérieur, il faut que nous nous aimons. Mais puisque l'ouverture est déjà faite, il ne reste plus qu'à faire le reste. Mais justement, c'est-à-dire qu'on doit reformater, comme en informatique on dit, quand un système marche. On travaille sur l'humain et pas sur des machines. Monsieur Mamadou Touré, alors je voudrais vous laisser réagir à tout cela. Je vais réagir tout de suite pour dire que autant on peut dire qu'il n'y a pas une jeunesse africaine. Donc on a les jeunes hommes, on a les jeunes femmes, mais vous avez aussi la jeunesse rurale, vous avez la jeunesse urbaine, vous avez les étudiants, donc la jeunesse en elle-même n'est pas un tout homogène. Et donc les réalités peuvent varier en fonction donc, des couches de jeunes. Social aussi. Je veux dire aussi que nous sommes tous panafricains, mais il y a des valeurs universelles. Et ça, il faut l'admettre. La valeur de l'excellence, par exemple, n'est pas propre à l'Afrique, elle est propre à tout le monde. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans un monde de plus en plus globalisé. On parle de mondialisation. Le panafricanisme ne doit pas aller à l'encontre de ce processus. C'est impossible. C'est de voir ce que nous apportons de mieux dans nos cultures, dans cet universel-là,
ou bien ce que nous prenons de mieux ailleurs. Parce qu'il y a des modèles de réussite ailleurs en termes d'éducation, en termes de formation. Lorsque vous prenez l'Inde, par exemple, quand vous prenez la Corée du Sud, quand vous prenez même le Brésil, on y était il y a un an à l'occasion donc de la Coupe du Monde. Et après avoir échangé avec le secrétaire d'État de l'éducation de l'État de Brasilia, nous nous sommes rendus compte que le Brésil a beaucoup de spécificités qui cadrent avec l'Afrique. Et donc, il y a beaucoup de modèles de réussite ailleurs que nous pouvons regarder et nous inspirer quand il le faut. Alors, tout de même, sur les actions que vous menez concrètement, vous êtes en Côte d'Ivoire, quelles sont les actions concrètes qui ont été menées jusqu'à présent? Vous évoquiez les 3 dernières années. Quelles sont les actions concrètes pour que nos téléspectateurs comprennent? C'est que la Côte d'Ivoire vient de loin. Vous savez que nous avons traversé une crise et pendant cette décennie de crise, il n'y a eu aucune politique en faveur donc, de l'emploi des jeunes, puisque toutes les ressources étaient centrées sur la sortie des crises, crise post-électorale. Depuis l'arrivée aux affaires du président de la République, nous avons, première mesure, mis en place le plan national pour l'emploi des jeunes. Et c'est un tout cohérent qui définit la vision, la stratégie et les actions à mener pour arriver donc à résorber le problème du chômage des jeunes. Mais avant que d'aller de l'avant, pardonnez-moi M. Touré, avant d'aller de l'avant, comment faites-vous avec ceux des jeunes, et vous n'êtes pas sans le savoir, qui se réclament du président antérieur, Laurent Gbagbo, pour ne pas le nommer? Pardonnez-moi, la question est, d'aucuns sont restés sur la situation de crise, d'aucuns sont restés sur des considérations, par exemple, ethniques, on l'entend pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans d'autres pays aussi. Comment faites-vous pour que, quand bien même un dispositif serait bénéfique à la jeunesse tout entière, que ceux des jeunes qui considèrent que ce n'est pas le président qui voulait, puissent saisir l'opportunité, comme on disait tout à l'heure? Mais c'est essayer donc de les rassurer. J'en ai reçu plusieurs, effectivement. Ce que vous dites n'est pas totalement faux. Au lendemain donc de la crise, les différentes politiques étaient mises en place. Certains jeunes, heureusement une minorité. Vraiment une minorité? Oui, vraiment une minorité. Considéraient que, bon... le pouvoir en place n'étant pas le pouvoir qu'ils voulaient, ils se mettaient totalement en marge. Mais ce qui est en question, c'est leur avenir. Et les actions s'adressent à tous les jeunes de Côte d'Ivoire. N'y a-t-il pas de considération du fait du nom d'un tel, toi tu serais du Nord, toi tu serais du Sud? On entend souvent, on reçoit des invités qui nous disent à cause du patronyme, on est déjà disqualifié de facto de toute perspective. Dans nos pays africains, oui. Le tribalisme et autres sont... je ne dirais pas des outils, en tout cas sont des choses utilisées dans l'administration, ainsi de suite. Ce qui se passe depuis 3 ans, c'est l'éthique qui est au cœur donc, de l'action publique. Aujourd'hui, le chef de l'État a accordé une importance, je dirais, capitale à l'éthique dans les nominations, dans les recrutements. Voilà. Et la question du patronyme permet de ne pas rester. Est-ce qu'on peut se soustraire au nom que l'on porte? Voilà, bien sûr, on peut se soustraire au nom que beaucoup de jeunes bénéficient de programmes. Nous avons mis en place un programme à la Banque mondiale qui a permis de recruter 27 900 jeunes. Projet emploi jeunes et développement des compétences. Et ce projet s'est adressé à tous les jeunes sans distinction ethnique ou religieuse. Alors, Malika Salim, pardonnez-moi, la question se pose aussi en France. On dit parce que j'habite dans telle banlieue, parce que je m'appelle un tel et pas Jean Dupont ou Jean Durand, de facto je suis disqualifié. Comment est-ce que cela est géré en France? Moi, je pense qu'il faut toujours se donner une chance. C'est pas parce qu'on stigmatise tel ou tel quartier ou tel arrondissement. Parce qu'on s'appelle Malika Salim, qu'on ne peut pas être promotrice de la jeunesse. Ce n'est pas de ma faute. Si j'ai fait des études et que je suis qualifiée, que j'habite, c'est là où j'ai atterri avec mes bagages. Donc je ne peux pas habiter au 16e alors que je suis dans le Val-de-Marne. Vous pouvez. Malika sur l'attaque. Non, mais c'est une caricature peut-être. Au 16e, comme madame à côté de vous, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Paris ni la région parisienne, c'est les beaux quartiers. Dans les beaux quartiers, il y a aussi des enfants qui ne sont pas forcément des têtes brillantes, qui n'ont pas été loin, et pourtant... Donc la question des origines, la question ethnique en Afrique, la question des origines en France, n'est pas un enfermement pour les jeunes? Vous pensez qu'on peut se soustraire à cela et se projeter vers l'avenir? Déjà, les jeunes ici, qui sont ici en France et qui y sont nés, ne sont pas... ils ne s'identifient pas. Ils ne s'identifient... Voilà. Est-ce que c'est eux qui ne s'identifient pas ou est-ce que c'est parce qu'en face, il y a aussi quelque part du rejet? La société fait qu'ils n'arrivent pas à s'identifier. Ils sont français, ils sont nés ici, ils ont grandi ici. Certains ne connaissent même pas leur pays d'origine. Il y a aussi quelque chose... considérés comme des Français. C'est pas une reproche, mais c'est une remarque. C'est une analyse qui a...
il ne faut pas tendre le bâton pour se faire battre. Hein. La jeunesse, enfin les jeunes, pas tous, heureusement qu'il y a des jeunes qui ne pensent pas comme ça, mais il y a des jeunes qui se disent, bah oui, puisque je suis panafricain, voilà, donc je suis de tel né en France, mais je suis panafricain, et puis c'est voilà, tout. je suis africain, et ça c'est le problème que je vais toujours dire, que je vais exposer, c'est le problème du communautarisme. Est-ce que le panafricanisme pour vous est du communautarisme ou pas du tout? Non, pas du tout. Parce que ça, c'est une fierté. C'est une fierté. Ça fait partie des valeurs ajoutées. Quand on est français, ça se voit quand je ne suis pas blonde aux yeux bleus. Donc on essaie de demander. On sait d'où vous n'êtes pas. Voilà. Donc à chaque fois, vous êtes de quelle origine? Bon, ça ne me dérange pas. Parfois, alors, on va faire un tour de table quand même, parce que 26 minutes, c'est bien court quand on est 4 et qu'on veut refaire le monde. Gévy Koumba, je voudrais vous laisser votre mot de la fin sur les perspectives, parce qu'il faut regarder vers l'avant, l'Afrique, la jeunesse, l'emploi, quelle est... Moi, je reste persuadée qu'il faut passer par la formation, l'éducation. Et ensuite, aider les entreprises. Parce qu'en Afrique, il y a des petites et moyennes entreprises comme moi. Moi, je rentre du Gabon. Il y a des jeunes qui sont passés me voir, mais il n'y a pas de dispositif. Il faut aider les entreprises pour recruter. Il faut également tenir compte des problèmes de précarité et de famille, parce qu'il y a un jeune qui veut travailler, parce qu'il veut subvenir aux besoins de sa famille. Il y a la pauvreté qui frappe. Et les gouvernements, il faut mettre les outils en place. Votre mot de la fin. Très bien, très rapidement, le temps est court pour aller à l'essentiel. Il faudrait de profondes réformes au niveau de nos institutions, favoriser les richesses. C'est-à-dire, au lieu de laisser ces jeunes-là en train de mourir sur les larges de Lampedusa, essayer de trouver les moyens financiers, on a les moyens de les insérer et de trouver des centres de formation et de les aider à trouver leur chemin dans l'éducation et la connaissance de soi. Et c'est ça qui fait la dignité d'un homme. Mamadou Touré. Ben, écoutez, je partage l'avis de Koumba. Il faut des réformes, l'enseignement, la formation. Et pour cela, il faut des dispositifs. Dans mon pays, nous essayons de mettre en place des dispositifs. La réforme du secteur donc, de l'enseignement technique professionnel, des mesures incitatives pour des entreprises qui emploient des jeunes ou des facilités pour des jeunes qui créent des entreprises. Et puis la mise en place d'un fonds unique d'appui aux jeunes qui veulent entreprendre. Voici merci pour vos points respectifs. Rassurez-nous que vous gardez la question de la parité en tête dans tout cela. Très bonne continuation à ce que vous faites chacun. Avec votre permission, je tenais ici à rendre hommage à un mouvement de jeunes Comoriens qui s'appelle Ngochao, qui veut dire « le jour se lève », qui sans eux, peut-être que la jeunesse n'aurait pas encore vu le fond le bout du tunnel, et voilà. Voilà, donc, merci à eux, et nous dédions cette émission, bien sûr, à tous les jeunes et les anciens jeunes. Au revoir.